Les amis, salut à tous, c'est Malek délégué. Bienvenue dans Autour de moi, je suis trop content de vous accueillir. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Notre première invitée, c'est Nesrine Slaoui. Salut Nesrine. Ça va? Ça va et toi? Je suis trop content d'être ici. Merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Je suis trop content. Autour de moi, les amis, c'est une discussion où on va accueillir que des gens qu'on aime. C'est pour ça que Nesrine est là. Que des gens intéressants, que des gens bienveillants, que des gens qui nous ressemblent. Nesrine, ça va? Ouais, super. Il fait un peu chaud là à l'extérieur. Ici, on est bien. C'est bien climatisé. On est entre nous. Je sens que l'ambiance va être sympa. Elle est sympa déjà. Ça n'a pas commencé qu'elle est déjà sympa. Nesrine, pour te présenter, t'es journaliste. Ouais. C'est ton cœur de métier. Ouais. Mais tu fais plein d'autres choses. Écrivaine. Exactement. Tu sors des bouquins. T'as le rêve de plein de gens. Pas mal. Je crois que les gens réalisent pas ce que c'est du coup rêver de ça, tu vois. Parlez à Nesrine pendant qu'elle écrit un bouquin, les amis. Je vous jure. Et là, vous comprenez le travail et tout, et vous respectez vraiment l'œuvre. Et les insomnies, c'est un métier d'insomniaque. C'est un métier de gens qui ne dorment pas à écrire des livres, en fait. Faudrait peut-être que j'écrive des livres, du coup. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ton futur, c'est ça. Je te le souhaite. Hein. J'espère. On verra. En vrai, je peux même dire que t'es actrice aussi. On te voit dans des films. Faire des apparitions. Moi, je n'ose pas dire ça, parce que je pense que acteur, c'est un vrai métier. Ouais. Et actrice, c'est un vrai métier. Et que moi, ça reste des apparitions. Est-ce que je peux quand même dire que j'ai joué dans un film qui a eu la Palme d'Or ou pas? Mais bien sûr que tu peux le dire. alors que littéralement j'ai une minute dedans, mais après ça fait plaisir aux parents en fait. En réalité c'est à ça que ça sert. Mais moi c'est pas un truc qui m'intéresse l'acting. J'ai pas envie d'être actrice. C'est juste je prends les expériences et c'est en plus souvent des rôles de journaliste. Enfin c'est même que des rôles de journaliste. Donc c'est très lié à mon métier aussi quoi. Par contre je le vis comme une reconnaissance de ce que j'ai fait dans le métier de journaliste. Tu vois, ça veut dire que si des réalisateurs ou des scénaristes pensent à toi pour jouer tel ou tel rôle, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc ça veut dire que tu as quand même fait un petit peu ta place. Donc c'est purement, ça fait du bien à mon ego, ça fait du bien à mes darons. Mais ça s'arrêtera là-dessus. Et moi, je vais rajouter que ce film n'aurait pas eu la Palme d'Or s'il n'y avait pas eu la minute avec Nesrine Slaoui. Ça, c'est juste pour moi. Ça n'engage que moi. C'est mon propos. Ok, tu le prends. C'est moi. D'accord. Les amis autour de moi, on va vous expliquer ce que c'est. C'est la première discussion où on va parler de nos invités, mais on va surtout parler des personnes qui sont autour d'eux ou qui ont été autour d'eux. On va apprendre à les découvrir comme ça. Nesrine, encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Les amis, surtout, parce que ça va être un épisode extraordinaire, on vous le dit d'avance, et il va y avoir plein d'autres épisodes extraordinaires. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est trop important. Et si vous nous écoutez en podcast, parce que cet épisode est aussi disponible en podcast, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. Voilà, vous allez suivre tout ce qui va se passer et ça va être légendaire. Franchement, on travaille sur du lourd. Nesrine, la première personne qui est autour de toi, tu as voulu nous parler de ta maman. Je pense que c'est un peu le choix premier de tout le monde. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont des relations plutôt saines avec leur maman. Mais c'est évident parce que moi, je suis féministe, mais depuis longtemps. C'est-à-dire depuis... pour te raconter, le premier moment où je suis devenue féministe, c'est quand j'étais en CM2, que les garçons jouaient au foot dans la cour de récré et qu'on n'avait pas le droit de jouer avec eux. Et donc, j'ai créé un débat dans la cour de récré de est-ce qu'on peut nous aussi jouer avec vous, etc. jusqu'à ce que les maîtresses et les maîtres s'en occupent. Et du coup, on a commencé à jouer au foot avec les garçons. On était terriblement nuls, mais on avait gagné cette petite prise de pouvoir. La lutte a commencé comme ça. Et donc, moi, et puis, l'histoire, elle est longue, mais je suis née au Maroc. Dans un contexte très particulier parce que je suis née en 94. Et à l'époque, c'était pas encore très bien vu d'avoir une fille en premier. C'est-à-dire qu'il y a, surtout quand on vient d'un milieu populaire, ma famille au Maroc vient d'un milieu populaire, et il y a aussi une logique financière qui veut qu'on veut un garçon parce que le garçon va pouvoir subvenir aux besoins de la famille plus tard. C'est ce que mon père a fait très très jeune. Dès que mon grand-père est décédé, il a pris le relais pour subvenir financièrement aux besoins de la famille. Donc moi, j'arrive dans une famille qui attendait un garçon. Je ne suis pas très bien vue. Ma mère et mon père, c'est une histoire d'amour incroyable. Je suis fascinée par leur histoire d'amour parce que ma mère grandit en France. En gros, mon grand-père avait immigré, immigration post-coloniale, il immigre dans les années 70 en France. Ma mère fait ses études ici. À 18 ans, elle va au Maroc et elle tombe amoureuse de son voisin qui vient chercher un pot de confiture. Si Hollywood veut acheter ce passage-là, on demande des droits d'auteur. Mais merci vraiment... pot de confiture. mais tu vois, en gros, mon père vient demander un pot de confiture, il tombe amoureux, il se marie, ma mère quitte la France, elle s'installe là-bas. Et elle le fait par amour, donc elle oublie aussi un peu que la France et le Maroc, à ce moment-là, c'est pas la même chose, et qu'elle renonce aussi à quelque chose pour elle. C'est-à-dire elle renonce à la place qu'elle avait en France, à ses études. Et je pense que pour une femme, surtout maintenant en 2023 avec le recul, je pense que nos mamans et nos grands-mères qui ont fait ce sacrifice-là, soit de leurs études, soit de leur travail par amour, je pense pas qu'elles le regrettent parce qu'elles nous ont eu. Déjà, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'elles ont voulu nous insuffler à faire autre chose.
Donc en fait, moi, la raison pour laquelle je quitte le Maroc qu'avec ma mère. Mon père reste là-bas. Mon père est rentré bien plus tard avec le regroupement familial. Mais je quitte avec ma mère. Et ma mère, dès que j'arrive en France, j'ai vraiment des conversations. Je suis petite, hein, j'ai 6 ans. J'ai vraiment des conversations avec elle où elle m'explique qu'il faut que je fasse des études et qu'il faut que je sois indépendante. Et vraiment, je sens qu'il y avait plein de trucs à me faire transmettre là-dessus. Et donc, mon féminisme, en fait, il vient d'elle. Il vient de ce fait-là de exister en tant que femme, faire des études en tant que femme, ne pas dépendre du mariage, ne pas attendre exactement ça dans sa vie pour être heureuse, tout ça. Et donc, elle me l'insuffle très, très tôt. Le corollaire, c'est qu'évidemment, il y a une forme d'hyper-exigence et d'hyper-perfection qui fait que, mais comme plein d'enfants d'immigrés, je pense, c'est la fameuse anecdote de quand t'as pas 20, ton père il t'engueule. Ouais. Tu vois, c'est vraiment l'anecdote qu'on partage un peu tous. Ou alors il faut que tu sois le meilleur ou la meilleure parce qu'on sait qu'on est dans une société qui nous accepte pas forcément, donc on n'excelle pas. Donc c'est elle qui m'insuffle ce truc-là de prendre de la place. En plus, je suis fille unique, donc je parle beaucoup. Tu me diras, quand tu fais des podcasts, ça arrange. Oui, tu vois. je suis très content. Mais c'est ça, mais je parlais beaucoup quand j'étais petite. Ouais. J'avais toujours besoin de comprendre plein de choses et tout ça. Et voilà, donc en fait, ma mère, elle a été fondamentale pour ça. En gros, pour pas que je sente que mon genre était une problématique. Elle m'a jamais fait sentir qu'être une femme, c'est une chose négative. Mais j'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais par exemple, j'avais fait la révolte de la vaisselle. Ouais. Moi, à chaque fois qu'on me disait de faire la vaisselle, quand j'étais ado, je disais non. Et dans une famille rebeu, quand il y a des repas de famille et que toutes les mamans se lèvent et toutes les tantes et tout ça se lèvent, moi, je restais assise avec les hommes. Et j'étais comme ça. Et j'aimais trop parce que juste moi, c'était ma révolte personnelle c'est pas la place que j'ai envie d'avoir. La manière dont je le dis, je précise, parce que à chaque fois qu'on raconte un peu comment ça se passe dans nos familles, c'est pris par les racistes pour dire, vous voyez, ils ont des codes traditionnels. En réalité, le sexisme et ce fonctionnement-là, ça se passe aussi à Noël dans les familles blanches. Enfin, faut aussi qu'on remette les choses à plat là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je me suis inspirée d'elle, de la manière dont elle m'a éduquée, pour le reproduire ensuite dans ma vie. Tu vois, donc justement, le refus de tous les rôles classiques d'une femme, ça a été très rapide chez moi. Et surtout, je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour la rendre fière. Je pense qu'on a... Tu vois, dans mon premier livre, j'en parle beaucoup. Et là, je vais essayer de ne pas avoir les larmes aux yeux. Mais quand j'ai mon bac, moi, je veux faire Sciences Po. Je viens d'un milieu rural, très populaire dans le sud de la France. Sciences Po, c'est 700 km. Partir, ça veut dire payer un loyer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la condition des milieux populaires, notamment, tu vois, banlieue parisienne, banlieue lyonnaise. Mais on oublie de dire que quand on est populaire de milieu rural, il y a même la question même du loyer, de on va vivre où. Elle est extrêmement compliquée. Elle conditionne tout. Elle conditionne tout. Parce qu'un loyer, c'est minimum 600 € si tu as un petit peu d'aide de la CAF, tu vois. Et que ça fait une sélection malheureusement naturelle, en fait, dans l'accès aux études. Exactement. Donc, en fait, c'est des miracles, tous les jeunes de milieux populaires de province qui arrivent à s'installer dans des grandes villes. Enfin, on n'imagine que très peu les sacrifices de leurs parents. Et moi, je passe le bac, puis... Je vais pour faire une prépa à Sciences Po et quelques jours après, ma mère a un accident de travail très très grave où elle risque de perdre sa main. Elle travaille dans un hôtel, elle est gouvernante de femme de chambre, sa main est aspirée par une calandreuse, donc tout le tissu brûle, etc. Et en fait, si tu veux, on comptait un peu sur son travail pour me payer mes études. Et donc du coup, moi à la fois je suis traumatisée par le fait que ma mère est hospitalisée, que je pensais que ça allait bien se passer, que j'allais partir faire mes études et qu'après, c'est vraiment ce truc-là, j'allais les sauver. D'une manière ou d'une autre, moi, j'avais suffisamment confiance en moi pour me dire, une fois que j'ai le pied à l'étrier, je vais tout faire pour me sortir moi, en fait, de ce carcan populaire et pour essayer de proposer mieux à mes parents aussi, parce que j'en avais marre de voir leur corps usé, en fait, par le travail. Et je pense que ça... En plus, ça, c'est un truc qui est indépendant de la question d'immigré ou pas. Je pense que tous les enfants de milieux populaires ont eu ce traumatisme de voir leurs parents sacrifier leur corps pour de la nourriture ou pour le logement. Enfin, il y a un truc où c'est très physique, c'est-à-dire que c'est pas comme les parents qui travaillent dans les bureaux où en fait tu ne te rends pas compte que visuellement leur corps se dégrade et qu'ils font un sacrifice très personnel. Là on le voit, c'est marqué. Exactement. Et surtout ma mère aussi, pourquoi je l'ai citée ? Parce que paradoxalement, elle exerce un métier populaire, c'est-à-dire qu'elle est femme de ménage, mais elle en est extrêmement fière, c'est-à-dire qu'elle déteste quand on pose un regard dénigrant là-dessus, elle adore. Pourquoi elle adore aussi, ça raconte aussi toute la culture politique et sociale du sud de la France, c'est qu'il y a beaucoup de maisons secondaires. Donc ma mère, elle a travaillé pour des maisons d'ambassadeurs, des maisons de journalistes, des maisons d'écrivains. Ouais. Et donc du coup, moi, en m'amenant là-bas, elle m'a donné accès aussi à un autre monde social. Et ma mère, elle adore parler politique. Donc elle va te faire le ménage, en même temps, elle va te dire « Ah oui, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine » et elle va débattre avec les gens. Sûr.
Et donc, en fait, elle casse elle-même les barrières sociales. Et moi, il y a un truc qui m'avait rendu immensément fière. C'est quand j'avais sorti Illégitime, il y a quelqu'un de proche de nous qui avait une magnifique maison dans le sud de la France qui avait mis mon livre dans sa bibliothèque. Ok. Et donc, ma mère est partie, elle a pris en photo et elle m'a dit tu vois, aujourd'hui, je nettoie des bibliothèques où il y a ton livre. La grande fierté Et pour sa maman. et je trouve ça C'est magnifique pour elle parce que du coup, il y a un truc aussi où elle voulait ça pour moi, tu vois. C'est-à-dire qu'elle voulait que j'ai accès à un autre milieu social, elle voulait que je sois quelqu'un de très cultivé, c'est elle qui m'a poussé à lire très très jeune, etc. Donc c'est pour ça que je suis obligée de la citer, parce qu'en fait c'est le point de départ de tout. Je sais ce qu'elle a sacrifié pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une relation même plus saine, parce que j'ai aussi, c'est ce que je disais, il faut aussi qu'on pardonne à nos parents. Et quand on est jeune, on l'oublie. Parce moi, par exemple. C'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est fou parce que tu vois, je vais avoir 30 ans, donc je peux commencer à faire la pseudo-psychologue. Mais tu vois, il y a ce truc-là de. Nos parents font ce qu'ils peuvent avec les traumas générationnels qu'ils ont. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie aussi pour l'exil, tu vois, pour les enfants d'immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on porte en nous, ceux qui sont partis et qui ont quitté un pays? Et je pense que nos parents sont porteurs de ça. Que même s'ils nous en ont pas parlé, même s'ils en ont pas fait un sujet de société et de sujet sur la table dans les repas de famille, ils sont traumatisés par le fait d'avoir quitté un pays. Et donc voilà, on charrie tous un peu ces traumas-là, on charrie aussi l'exigence d'hyper-perfection, on charrie le fait de n'exister que si on est légitime, tu vois, enfin c'est toutes ces questions-là. Et c'est vrai que moi j'arrive à un âge aussi où j'arrive à pardonner en fait cette hyper-exigence, j'arrive à pardonner le fait qu'on ait très peu de culture émotionnelle, tu vois, moi dans ma famille on parle très très peu des choses qui nous font mal. Moi, un jour, je suis arrivée en disant bon, tac, il faut qu'on parle de ça, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a un peu. C'est bien de changer le modèle sauvé. comme ça. Et tu vois, dans mon premier livre, il y a un chapitre qui pour moi est essentiel parce qu'en plus, mon grand-père est décédé quelques mois plus tard. Allah rahmou, comme on dit chez moi. Et du coup, j'avais un truc de. Mon grand-père est arrivé en France dans les années 70. Il fait partie des ouvriers marocains qu'on est parti palper les muscles au Maroc en disant bon, ils ont la force physique, on va les ramener ici. Il a travaillé dans le BTP toute sa vie, etc. Et je m'étais jamais confrontée à ça. Et alors que c'est l'histoire de la France et du Maroc, c'est notre histoire commune. Et c'était, je sais pas si le mot c'est marrant, mais c'était étrange, comme le fait que c'est mon histoire la plus fondamentale, c'est comment mon grand-père arrive ici. Parce que si mon grand-père n'arrive pas ici, moi j'arrive pas ici. Il faut que quelqu'un soit là pour que moi je puisse rejoindre. Voilà, et c'est mon histoire la plus fondamentale. Mon lien avec la France, c'est l'immigration de mon grand-père. Et donc, moi, je fais mes études, je m'intéresse à la colonisation, la post-colonisation, je m'intéresse à tout, sauf à cette histoire qui est fondamentale pour moi. Et pour comprendre quel est mon lien avec les deux pays, tu vois. Et je fais tout le livre, j'arrive à raconter des choses très dures pour moi dans le livre, j'arrive à parler de plein de choses que je n'arrive pas à raconter. Qui t'aident qui m'aide, mais carrément, parce qu'en plus, je sais qu'il y a un aspect très... j'avais modestement une envie de me dépasser moi, c'est-à-dire l'idée, c'était pas de raconter mon parcours et moi, c'était de dire, voilà ce que ça veut dire être une famille issue de l'immigration dans le sud de la France. Okay. C'était ça, ma proposition. C'était pas... Parce que j'avais pas envie qu'on m'applaudisse en disant, c'est super, une fille de quartier qui a fait Sciences Po. Enfin, je suis pas la seule, il y en a des centaines, et c'est pas la question. Donc moi, j'avais un peu peur de ces applaudissements-là, parce que j'avais pas besoin qu'on m'applaudisse, j'avais surtout besoin qu'on se dise, qu'est-ce qu'elle peut nous raconter? Qu'est-ce que nos parcours racontent de spécifique sur nos identités, sur les villes dans lesquelles on a grandi, sur les contextes sociaux et politiques dans lesquels on a grandi? Donc moi, je voulais que ce soit un prétexte. Je savais que c'est un peu vendeur, en fait, la jeune fille de banlieue qui fait Sciences Po et qui est la seule femme maghrébine dans sa classe. C'est super vendeur, en fait. Médiatiquement, ça marche super bien parce que t'es érigé en héros de la méritocratie. Sauf que ça n'a jamais été, tu vois... ni mon discours, ni celui de plein de gens, qui est en fait le discours inversé de maintenant qu'on a accès aux médias, à la littérature, aux films, aux podcasts, on va raconter les choses comme on a envie de les raconter nous-mêmes. Et c'est là, moi, où le livre il a été très salvateur, parce que justement, il y a personne, c'est fou en fait, la liberté que ça te donne. Parce que, ton récit. Ouais, et parce que personne, t'as pas de rédacteur en chef quand tu fais un livre. C'est beau la liberté. C'est ça, il n'y a personne qui, avec tout le respect que j'ai pour mes rédacteurs en chef, mais il n'y a personne qui vient te dire il faut que tu traites ce sujet sous cet angle-là, il faut que tu traites ça comme ça. C'est toi comment tu le sens, toi ce que tu as envie de donner de toi, de ton contexte personnel, etc. Et tu sais très bien que les gens qui vont se reconnaîtront puissance 1000, tu vois. Donc voilà, c'est ma mère, tout ça pour dire, parce que la question c'était pourquoi on parle de ma mère en premier. Parce que sans elle, je suis pas féministe. Parce que sans elle, je pense que je suis pas journaliste. Et parce que sans elle, j'ai pas
tu sais, c'est comme Annie Ernaux qui disait j'ai écrit pour venger ma race. Moi, j'ai l'impression que, et quand elle parle de race sociale, en fait, pour venger les pauvres, quoi, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup ça en moi, quoi. C'est pas de la vengeance, parce que je suis trop apaisée maintenant pour être dans la vengeance, mais c'est plus, je veux faire des choses qui comblent tous ces questionnements-là que j'ai eu quand j'étais petite. Sur qu'est-ce que ça veut dire être populaire, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, qu'est-ce que ça veut dire être issu de l'immigration, tu vois. Donc, et ma mère, c'est le point fondamental pour ça. Et j'ai oublié de raconter un truc aussi qui est très important dans ma relation, elle et moi, mais quand j'arrive en France à l'âge de 3 ans, en fait, j'arrive sur son passeport à elle. C'est légal, Ouais. hein. Si j'arrive sur son passeport à elle parce que je suis petite. Et puis à un moment donné, je reçois, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, une lettre de reconduite à la frontière. Ok, au QTF. Exactement, merci, le QTF. Donc on la reçoit, je crois, 1 an ou 2 ans après. Ok. Donc j'ai une obligation de quitter le territoire parce que vu que mon père est resté au Maroc, Ouais. la législation considère que ma mère m'a kidnappé à mon père. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Les papiers de regroupement familial étaient en cours. Mais bref, et donc ma mère se retrouve à me défendre en justice sur la nécessité que je reste en France. Avec avocat? Toute seule. Elle décide d'y aller toute seule et elle décide justement de raconter ce que je t'ai dit, c'est-à-dire il faut que ma fille ait un avenir, il faut qu'elle ait accès à l'éducation. Et au Maroc, on n'avait pas, à l'époque, en tout cas, on vient d'un milieu populaire. Il n'y avait pas de... malheureusement, l'éducation, c'est un vrai problème d'inégalité au Maroc. Ça l'a aussi en France. Hein. Bien sûr. Mais ma mère considérait qu'il y avait plus de perspectives d'avenir pour moi ici. Donc c'est pour ça que je te dis Ce lien qu'elle fort. Ouais, c'est pour ça que elle est fondamentale dans le fait que je sois ici et le fait que je sois autant ambitieuse et autant combative. C'est parce que j'ai hérité de ce qu'elle a posé en moi, tu vois. Et tout a été un combat, en fait. Ma naissance a été un combat, l'arrivée en France est un combat, le fait de rester en France est un combat, mes études, ça a été un combat. Donc tout et comment Pour dire, finir par mener des combats. Tu vois, mais c'est ça c'est après. magnifique. Mais c'est ça. Mais après, je pense que ça fonde radicalement nos personnalités, nos rapports à nos parents. Donc voilà pourquoi j'ai parlé de ma maman. T'embrasseras ta maman pour Mais nous. je pense qu'elle va regarder parce que ma mère regarde tout ce que je fais. Donc elle regardera, je pense. Tu nous as parlé donc d'Illégitime, ton premier livre, que beaucoup de gens en fait autour de moi, même des personnes qui sont pas forcément fans de bouquins, etc., ont parlé du bouquin. Tu vois, et j'étais grave fier. Illégitime, c'est devenu comme un petit livre qu'on se recommande et tout. Donc je recommande à tout le monde. C'est la vie de Nesrine, mais c'est au-delà, à travers Nesrine, c'est la vie de plein de gens. T'as plein de retours encore aujourd'hui sur ce bouquin. Il est sorti en 2021. Ouais, janvier 2021. Tu l'as écrit pendant le confinement, il est sorti en 2021. T'as encore des retours aujourd'hui dessus? Ouais, mais c'est hallucinant ce qui s'est passé autour d'Illégitime. Même ma maison d'édition s'y attendait pas. Moi, je m'attendais encore moins parce que je me dis, je vais faire un livre. En fait, c'est pour ça. Heureusement que je me suis pas attendu au succès qu'il allait avoir parce que j'aurais pas été aussi authentique. En fait, je pense que ce qui touche les gens, c'est que tu sens que je suis. Il y a des moments où je suis très fragile et très vulnérable. Et c'est la réalité aussi de nos identités. C'est-à-dire que à la fois, on est combatif, ambitieux, on a envie de faire plein de choses. Et en même temps, il y a des zones chez nous qui sont abîmées, qui sont touchées, qui sont tristes, c'est aussi ce que je voulais montrer, c'était le poids du racisme ordinaire. Tu vois, le syndrome méditerranéen, quand mon père se blesse sur un chantier et qu'à l'hôpital, il le considère, je cite, comme un clochard et du coup, qu'ils ne le prennent pas suffisamment en charge. Enfin, tous ces petits trucs-là qui font que nos vies au quotidien sont quand même de la survie. Et le fait de le raconter avec autant d'authenticité et de pas trop y mettre non plus de l'émotif, c'est-à-dire juste de dire, voilà, la réalité des choses. Donc oui, moi, ce qui m'avait fait énormément rire, c'était que j'avais reçu plein de messages. Il a beaucoup tourné chez les étudiants. Ouais. Et un jour, je reçois un DM qui me dit ton livre, c'est le cadeau d'anniversaire à la mode chez les étudiants rebeux cette année. Et je trouvais ça. Le message d'après, c'était ça drague en s'offrant du Nesrine Slaoui. Moi, je trouvais ça magnifique. Tu vois, Je dois faire une confession. J'ai dragué avec Illégitime. Et ça marche? Est-ce que mon livre est un bon outil de drague? En fait, je veux même pas savoir si ça marche ou pas. Je suis juste trop fier de dire que j'ai fait partie de la transmission, en fait. Tu vois. Mais c'est trop bien. En fait, c'est trop bien parce que c'est un espace. Je te jure que c'est trop bien parce que c'est un espace, la littérature, qui est profondément élitiste. C'est un espace où il y a très peu, et pourtant il y en a eu beaucoup plus avant moi, Faiz Again, Mehdi Charef, on les connaît tous, ils ont été fondamentaux, mais c'est un espace qui est tellement élitiste qu'on se rend même pas compte que c'est un espace où on peut se raconter nous. Donc en fait, c'est génial qu'un livre devienne un objet qui circule, tu vois. Et en plus, encore une fois, moi ce qui m'avait touché, c'est qu'il avait touché plein de gens. Tu vois, tu avais des immigrés slovaques qui s'étaient reconnus, des immigrés italiens, des polonais, des portugais, ou même juste des blancs prolétaires. Et en fait, il y avait un truc de juste s'identifier au titre déjà. Le titre, il a eu un effet. Après, je l'avais un peu calculé aussi, tu vois. Mais le titre, il a eu un effet parce que c'est le fait de mettre illégitime sur un livre. C'était même moi une manière de dire. C'est une anticipation des critiques. Je sais que vous allez considérer que le fait que je fasse un livre à 26 ans, c'est illégitime. Je le sais.
Et du coup, autant l'assumer dès le départ. Et légitime au pluriel. Ouais. Mais ça, c'était mon utopie collective, quoi. Tu vois, c'était vraiment mon truc de... je veux pas parler que de moi, je veux pas que ça parle que de moi. Je veux que tous les gens qui puissent se sentir concernés se sentent concernés. Et c'était surtout aussi pour dire que dans ma famille, il n'y a pas que moi qui suis légitime. Tu vois, il y a mon père, il y a ma grand-mère. Ma grand-mère porte le voile. Donc, elle subit une autre forme d'illégitimité dans l'espace public. Donc, c'était vraiment une manière de poser. Et en même temps, à la fin du livre, parce que je voulais faire ce qu'on appelle un retournement du stigmate, tu vois, j'avais fait un calcul. Ça, c'est moi et mes délires. Mais en gros, je voulais pas que le mot illégitime apparaisse dans le livre jusqu'à la fin. Et le dernier mot du livre, c'est illégitime. Tu vois. Et c'était vraiment un truc calculé parce que, en gros, je voulais que ça finisse en disant je ferai simplement ce que j'ai à faire comme j'estime devoir le faire et je tâcherai de jouir d'être à jamais illégitime. En gros, j'ai pas envie d'être légitime parce qu'une fois que tu comprends ce que c'est la légitimité, c'est-à-dire que c'est une construction sociale qui vise à perpétuer des formes de domination et qui exclut du coup plein de personnes, les LGBTQIA+, les personnes racisées, les femmes. C'est-à-dire que c'est un truc qui la seule personne qu'on considère comme légitime, pour parler de tous les sujets, ça va être un homme blanc éditorialiste de plus de 50 ans qui peut s'exprimer sur tous les sujets. Et personne va lui dire, là tu t'exprimes mal, là t'as pas raison. Enfin, tu vois, c'est-à-dire c'est aussi une manière de perpétuer des formes de domination et de prise de parole, de considérer que les gens sont illégitimes. Donc c'était vraiment un truc de le poser. Et franchement, je suis contente parce que ça a touché suffisamment large pour pas que ce soit juste un combat personnel de femmes maghrébines. Oui, c'est-à-dire que ça a touché toutes les personnes, et tout le monde peut se sentir à un endroit dans sa vie illégitime. Tu vois, quand on va juste dans des milieux qui ne nous étaient pas destinés, on se sent forcément illégitime. Enfin, tu vois, il y a plein de... je sais pourquoi tu souris, mais tu vois, il y a plein de... C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le truc de qu'est-ce qui nous rend commun et qu'est-ce qui nous... En fait, il y a plus de gens illégitimes que de gens légitimes. Est-ce qu'on peut dire que écrire est légitime, le résultat final, c'est d'avoir créé du commun? Ouais, carrément. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais c'était le mieux. Mais même, il est lu... moi, ce que je trouve le plus fou, parce que pour moi, c'était que Victor Hugo et Maupassant qui avaient accès à ça, il est étudié dans les lycées de banlieue. Vraiment, genre, il y a des gens qui font des contrôles sur mon livre. Mais je trouve ça extraordinaire, mais oui. Je trouve ça fascinant. Et pareil, à Sciences Po, moi, ça, c'est le truc qui m'a le plus touché parce qu'il faut savoir que cette école m'a fait beaucoup de mal. Et un jour, on m'envoie à Sciences Po Ex, on m'envoie les textes de recommandation de rentrée. Tu vois, Bourdieu, Voltaire, Slewy. Incroyable. Et Bourdieu derrière. Et là, tu te dis, OK, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que il se passe quelque chose quand on écrit quelque chose sur nous. Il ne faut pas considérer que ce sont des écrits secondaires, des mouvements secondaires, etc. Ça crée des choses. Et moi, ça... Tu vois, alors, évidemment, c'est pas qu'une question d'ego, c'est pas juste de dire c'est génial, j'ai une reconnaissance. J'aurais été contente par exemple, si c'était ton nom. Oui. C'est juste le fait de nos récits ont une place, même à l'école, même dans le savoir scolaire. Et moi, j'adore, tu vois, j'interviens à peu près une fois par mois en banlieue, dans des lycées qu'on appelle maintenant les REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Et c'est fou les conversations que j'ai autour de leurs livres, quoi. Enfin, en cours mon livre, mais du coup, ça leur appartient finalement. Mais c'est vrai que j'ai des conversations incroyables avec eux. J'ai un classeur de tous les élèves, parce que les professeurs, en fait, avant que j'arrive dans les classes, ils demandent aux élèves de réfléchir à la question de légitimité. Ça veut dire quoi? Sans leur donner C'est hyper intéressant. Et j'ai des classeurs de textes de lycéens de 16-17 ans. Parce que chacun a son propre truc sur la légitimité. Et tu vois, j'ai des textes de femmes qui disent, enfin de jeunes filles qui disent quand je vais à la salle de sport, je me sens pas légitime parce que je vois les garçons qui portent des gros poids et moi je me sens pas prête. Ou il y en a une qui va dire moi je porte le voile et je dois l'enlever à l'école et du coup je me pose beaucoup de questions sur est-ce que la société elle est prête à m'accepter comme je suis. En fait, tu vas avoir des trucs qui vont te paraître très légers mais qui sont très profonds finalement et tu vas te rendre compte que tous ces jeunes gens sont très conscientisés. C'est-à-dire qu'on les dresse souvent comme des incultes, fans de réseaux sociaux qui sont incapables de réfléchir. Et quand tu te poses avec eux, que tu leur demandes leur avis sur la société ou juste des trucs très personnels, ils sont pas bêtes, quoi. Tu vois, ils sont loin d'être bêtes. Clairement pas, ils sont loin d'être bêtes. Et moi, je trouve que c'est aussi, même si la représentativité, ça compte, tu vois, c'est-à-dire que ça compte de voir des gens issus de milieux populaires et immigrés dans des postes où on a envie d'aller, en fait. Tu vois, ça crée une espèce de représentation et de projection. Et tu le vois à cette échelle-là. C'est-à-dire que moi, je vois des jeunes filles qui viennent me voir et me disent maintenant, j'ai envie d'écrire des livres. Et c'est trop bien. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des métiers qui nous paraissaient tellement abstraits. Moi, je ne pensais pas quand j'étais ado que je ferais des livres. Je pensais que j'allais être journaliste, mais je ne pensais pas que j'allais faire des livres, tu vois. C'est Malik Bentala, l'ami que j'embrasse, qui dit souvent, mais je crois que c'est Jamel en plus qui lui a dit, c'est cette fameuse image de on entrouvre la porte et on met un petit pied à travers la porte pour que les autres puissent passer, tu vois. Et ce serait trop cool. Et on espère tellement que Illégitime permette dans 10, 15, 20 ans
même dans moins longtemps, de voir des récits d'aujourd'hui de jeunes qui te lisent au lycée, quoi. Ouais, et surtout qu'il a permis aussi à plein de gens d'entrer à Sciences Po. Parce qu'en fait, il y a tellement une barrière dans cette école où on se dit, waouh, trop prestigieux. La barrière mentale, tu vois, qui t'empêche. Et en fait, déjà, tu fais juste sauter, parce qu'il y a plein de gens qui ont les compétences et les talents en quartier populaire pour y aller dans cette école. Bien sûr. Tu vois, et maintenant, en plus, elle a une volonté d'ouverture sociale qui fait que c'est plus accessible. Mais il y avait une barrière mentale qui faisait, non, c'est un truc de bourgeois, c'est un truc de prestige, je vais pas y aller. Et moi, quand je reçois, alors, en général, c'est toujours la même période, mai-juin, je reçois 5-10 DM qui me disent « Je suis à Sciences Po, merci !» Tu vois, et je me dis bah, « Bravo !» Tu vois, il y a une forme de, comment dire, de regroupement. Et juste, j'aime bien que tu aies cité Malik, parce que Malik, on vient de la même région. Oui, je sais. Et je trouve que ça fait partie des autres parcours super fascinants. Et on se rend jamais compte, justement, à quel point, de notre petite Vaucluse, là, c'est loin Paris. J'adore, tu vois, c'est la phrase de SCH. Moi, je vais citer beaucoup de rappeurs, de toute façon, mais... Il dit une fois comment c'était loin Paris quand j'étais sous le porche, c'est que je rêvais de faire ce que je fais de ma vie. Et c'est ça en fait, moi, c'est comment c'était loin Paris quand je rêvais de faire ce que je fais de ma vie. Et ça, c'est quand tu peux te dire ça, c'est que tu sais que tu es au bon endroit, à la bonne place, et que tu as fait ça pour les bonnes raisons aussi, tu vois. On en reviendra sur SCH, on en reparlera. Les amis, j'espère que vous passez un agréable moment. N'oubliez toujours pas de vous abonner, de dire en commentaire ce que vous kiffez, de dire aussi qui voulait qu'on reçoive après Nesrine, parce qu'on va recevoir plein de gens. C'est bon, c'est la maison de tout le monde, comme c'est la maison de Nesrine. Nesrine, en deuxième personne, tu voulais nous parler de ta prof de SES. Ouais, Madame Barra. Madame Barra, ouais. Madame On a tous des profs comme ça qu'on garde. Et c'est surtout que... Et qui ont été importants un peu. Mais c'est surtout parce que je pense que le milieu scolaire, c'est encore un milieu de violence. Parce qu'il opère un tri. Tu vois, entre les bons, les mauvais, ceux qui ont des bonnes notes, ceux qui ont des mauvaises notes, ceux qui vont faire des bacs généraux et des bacs considérés comme professionnels, donc dégradants. Je mets bien des guillemets parce que c'est pas du tout mon approche. Et donc ça opère un tri. Et il faut savoir que moi je découvre Sciences Po quand je suis en 6e. C'est très simple, il y a un documentaire qui passe sur France 3 où il y a une jeune fille rebeu qui parle et qui dit « Je fais Sciences Po ». Tu vois, et donc moi je me dis c'est cool, elle a l'air de bien présenter, elle explique un peu il y a quoi dans son école et tout. Je me dis c'est intéressant, machin. Donc je le note, je fais mes recherches et donc je découvre Sciences Po par chance parce que c'est une école qui est tellement pas connue. Et il y a des gens qui le découvrent en terminale en fait, qui a cette possibilité de faire une école qui est en fait une école qui te laisse beaucoup de liberté. Tu vois, Sciences Po ça te permet d'être avocat, journaliste, écrivain. Communicant. C'est un vivier assez large parce que ça te donne 3 ans pour choisir quel métier tu veux faire. Et donc, moi, j'entends parler très tôt. Et avec mon innocence de jeune fille de PACA, je vais voir mes profs et je leur dis je veux faire Sciences Po. Ça a l'air trop bien, je veux faire Sciences Po. Aidez-moi à faire Sciences Po. Il faut savoir que je suis dans les meilleurs élèves de la classe, même de l'école, tu vois. Donc, je ne vois pas où est la barrière pour moi. C'est quoi la réaction des profs en face ? C'est justement, c'est ce qui était hallucinant. C'est pas une école pour toi. C'est pas une école pour les gens comme toi. C'est pas une école pour les tiens. Et moi, je trouvais ça fou qu'on me renvoie... Pour les gens comme toi, ils parlaient des brunes, évidemment. Oui, c'est ça. C'est les brunes de 1m73. Je pense que c'est exactement cette discrimination-là. Mais c'était fou parce que je me disais, mais pourquoi ce serait pas... Moi, je comprenais pas encore la logique de classe sociale. Je comprenais pas ce que ça voulait dire être issu d'un milieu populaire, être issu d'un milieu... Parce qu'en plus, c'est là aussi la force de mon école. J'étais à Charles de Gaulle, lycée et collège Charles de Gaulle à Apt. En fait, le Vaucluse, c'est très particulier parce que c'est très bourgeois et il y a même une culture aristocratique. Tu vois, moi, une de mes meilleures amies, quand j'étais en 6e, elle avait un château. Donc, elle avait un château, moi, j'y vivais en HLM. Et c'est même pas une exagération ni un cliché, c'est vraiment la réalité de ce que c'est le Vaucluse. C'est que tu as des gens qui sont très, très riches, qui sont des héritiers, et tu as des milieux comme nous, prolétaires, etc. Donc, tu vas avoir dans la même école, ce qui n'existe pas à Paris, d'ailleurs, c'est cette mixité sociale qui manque. Qu'on ne voit pas, ouais. Nous, on l'a, tu vois, dans le même collège et le lycée, tu avais des gens issus des 2 quartiers populaires, donc Saint-Michel et Saint-Joseph, dont je venais, d'Apt. Et tu avais tous les milieux alentours, on appelle ça le triangle d'or du Vaucluse, tu sais, Gordes, Beaugneux, tout ça, Lacoste, c'est tous les petits villages avec les bourries, avec les maisons secondaires, tout ça, où en fait les gens qui y vivent ont forcément un capital financier assez important. Vos parents se croisaient pas forcément, mais vous retrouviez du coup. Ou alors nos parents travaillaient les gens chez les autres. C'est vrai. Tu vois, tu avais ça aussi. Et mais par contre, je trouve que c'était une vraie richesse. C'est-à-dire que moi, ça m'a beaucoup aidé d'être dans une école où il y avait de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'on était tous là au même endroit, il n'y avait pas de clivage. Le moment où j'ai senti que ça pesait sur nous, c'était au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, il n'y a plus personne de mon quartier, il n'y a que moi. Tu vois, ils ont tous été dirigés en BEP à Avignon, en CAP, machin. Et moi, je me rends compte que je deviens... Alors que littéralement, le lycée était à 15 minutes à pied de notre quartier. Okay. Tu vois, c'était le lycée le plus proche. C'était vraiment une proximité sociale, il était là.
Et donc, bref, moi, quand je veux faire Sciences Po, je le dis à mes profs. Et vraiment, du collège jusqu'à la seconde, j'ai pas lâché cette idée. Mais à chaque fois, on me disait non, c'est pas pour toi, non, c'est pas pour toi. Et même, il y a une fois, une prof qui m'a humiliée, mais je me rappellerai toute ma vie, ma prof d'anglais, parce qu'il faut avoir un super bon niveau en anglais pour faire Sciences Po, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Mais il suffit de regarder des séries et puis ça passe. Mais tu vois, moi, pareil, je prépare les concours toute seule. Parce que je ne sais pas comment le faire. Je vais venir à Madame Barra juste après. Mais d'abord, je t'explique les anti-Barra. Et puis après, t'inquiète, pour qu'on comprenne Madame Barra pour qu'on comprenne pourquoi elle a eu de l'importance, Madame Barra. Mais du coup, ma prof me dit en plein cours mais ça ne sert à rien que tu prépares cette école, tu n'auras jamais le niveau. Tu vois bien que c'est une intelligence supérieure. Ah. Et moi, je me dis waouh, mais pourquoi ça vous embête autant que je fasse cette école, enfin, qu'est-ce qui est dérangeant Et je pense, en plus, je leur en veux même pas à ces profs, en réalité, parce que je pense que déjà, c'est un métier très difficile. Je pense qu'en fait, ils ont juste conscience plus que nous de la réalité des inégalités sociales. Et qu'en fait, on est des miraculés, ceux qui arrivent, tu vois, les 3%, 4% d'enfants d'ouvriers qui arrivent à faire ces grandes écoles-là. C'est pas pour nous jeter des fleurs que je dis ça, c'est juste que sociologiquement, en fait, quand t'es ouvrier, t'as 80% de chances d'être ouvrier, et quand t'es cadre, t'as 85% d'être quand t'es enfant de cadre, t'as 85% d'être cadre plus tard. Donc c'est à dire que t'as une réalité sociologique qui fait que eux en ont conscience parce que ce sont des adultes et qui se sont confrontés, je pense, plein de fois à des rêves d'enfants qui à un moment donné ne peuvent pas se réaliser parce que pas d'argent, parce que pas de réseau, parce que pas de capital culturel, enfin tu vois. Et donc moi je sais pas ça à l'époque. Ouais. Parce que moi, je crois que, je sais pas, on m'a dit si t'es bien à l'école. Moi, j'avais le discours républicain, il était rentré dans ma tête. Si t'es bonne à l'école, tout va bien se passer après. Exactement. Il suffit d'être bonne à l'école. Mes parents, ils avaient intégré aussi ce truc-là. Il suffit, si tu as des bonnes notes, tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, je comprenais pas pourquoi il y avait un tel refus de mon ambition, tu vois. Parce qu'en plus, on parle pas de quelqu'un qui était en difficulté scolaire. On parlait juste de quelqu'un qui avait besoin des outils pour y arriver. Tu vois, c'était juste ça. Et jusqu'au moment où je découvre Madame Barra, qui est ma prof de SES pendant tout le lycée. Ok. Et Madame Barra, en fait, c'est elle qui me dit Nesrine, tu devrais faire Sciences Po. Ok. Donc c'est la première fois que c'est une prof qui me dit ça. Qui t'ouvre la porte. Etc. Exactement. Pourquoi je dis etc. C'est pas grave, tu peux dire ce que tu veux. Tu sais, un réflexe etc. de rien du tout. Mais du coup, elle me parle de Sciences Po. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire, mais ça n'avait tu peux dire etc. Sens. Tu peux dire exactement. Tu peux même inventer des mots. On peut tout faire ici. Ouais, on peut, mais au moins on reste dans un sens, tu vois. C'est vrai, que tout le monde comprenne. Ouais, c'est ça. Mais du coup, elle me parle de Sciences Po et elle fait un truc très intelligent. Elle me fait découvrir Bourdieu. Ok. Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français des années 80, qui justement a eu ce parcours-là, c'est-à-dire fils de prolétaire qui a justement fait un parcours, on appelle ça des mobilités sociales ascendantes, et donc du coup, il explique que s'il y a des dominants et des dominés, c'est parce que les dominants ont un capital financier, donc de l'argent, un capital social, un réseau, capital culturel, les diplômes des parents et l'accès à des sports élitistes, des pratiques élitistes, les musées, les voyages bilingues, etc. Et donc, elle me le fait lire. Déjà, j'avais rien compris. Parce que lire Bourdieu en seconde... C'est pas ce qui est plus accessible tout de suite quand on est jeune. Mais elle me dit, lis-le. C'est la distinction, je crois qu'elle me fait lire. Elle m'a dit, lis-le. Et après... on s'en parle. Et donc, elle fait ce qui est... Il y a beaucoup de profs qui font ça. C'est pour ça que je dis, je veux pas... c'est pas un métier que je critique, au contraire, je les vois faire aussi maintenant de plus en plus. Mais en fait, elle se dit que je vais faire Sciences Po, mais qu'il faut m'armer du coup correctement pour comprendre la violence que je vais subir. Te met en condition. Que ça. Et pour me préciser que les dés sont pipés, tu vois. Et en plus, c'est une époque, moi, où j'écoute beaucoup, beaucoup de rap. Tu vois, je suis une biberonnée, moi, de IAM, Né sous la même étoile. Enfin bref, tous ces raps-là qui sont des raps qui racontent les différences sociales et les différences de classe sociale. Donc j'arrive à me créer un environnement où j'arrive à comprendre dans quelles conditions je suis, qu'effectivement ça va être beaucoup plus compliqué pour moi et que je vais devoir en faire la phrase de Kerry James, banlieusard 2 fois plus que les autres. Tu vois. Et je fais que de drop des names de rappeurs comme si c'est évident, mais c'est important que tu droppes SCH, que tu droppes Kerry. Moi, je suis très fan. Mais c'est en plus, ça fait partie de notre... Et tu vois, c'est tout ce truc-là ça fait partie de notre culture. Et moi, et je terminerai là-dessus sur Madame Barra. Et Madame Barra, sa force, c'est de ne pas m'avoir changé. Ok. Elle m'a jamais demandé de changer. Elle m'a dit, ok, t'écoutes du Kerry James, dans tes dissertations, tu mets du Kerry James. C'est ta culture. Voilà, tu mets aussi, c'est-à-dire, évidemment, tu cites les auteurs classiques. Bien sûr. Tu cites Sartre, tu cites Camus, tu cites Bourdieu, tu cites tout ce que tu apprends à l'école, mais tu revendiques aussi ta culture. Tu dis que, en fait, par exemple, j'avais une dissertation, je crois, en SES, en première ou en terminale, sur les inégalités sociales. J'ai commencé par citer IAM, Né sous la même étoile. Pourquoi pas, en fait ?
Puisque mon approche des classes sociales, c'est ce rap-là et c'est la meilleure façon de l'exprimer. Ou Kenny Arcana. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui, à cette époque-là, écrivaient sur ces sujets-là, tu vois. Et donc, elle, c'est sa force, c'est qu'elle m'a jamais demandé de changer. Elle m'a pas fait comprendre qu'il fallait que je change. Elle m'a juste dit, il faut que tu aies conscience de ce que c'est les barrières sociales, la violence que tu vas prendre, et en même temps, que tu peux y arriver, en fait. Que tu as les compétences pour y arriver. Je pense que ça t'a aidé, parce que Sciences Po est un peu une machine à transformer les gens un petit peu, tu vois. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à rester celle que t'étais, du coup? Ouais, mais je pense que c'est la combinaison de la confiance de mes parents et la confiance de ma prof. Tu vois, du coup, en fait, il y a eu quand même un environnement très sain qui m'a jamais laissé penser que je devais changer pour faire ça. T'es encore en contact avec Madame Barra? Ouais, on s'envoie des SMS de temps en temps. Okay. Et j'interviens. C'est fou parce qu'on est quoi? On est presque 10 ans après. Ouais, j'ai vieilli. On a vieilli. C'est presque 10 ans. Mais c'est pareil, après... Il y avait aussi une hyper-perfection vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que mais je lui ai pardonné aussi, elle en a conscience, mais elle voulait tellement mon excellence qu'elle était tellement dure par rapport aux autres dans la classe. C'était fou. Mais elle n'était pas méchante, hein, mais juste dans la notation, dans les remarques. C'était... Franchement... Moi, c'était Monsieur Ashtouk, tu vois, mon prof de français. Il était archi dur avec moi, plus dur qu'avec les autres. Mais je sais que c'est parce qu'il me l'a dit à la fin. Il m'a dit, mais c'est parce que je t'aime, Malek. Et je sais, monsieur. C'est aussi pour te pousser à être, je pense, toujours plus excellent. Mais moi, ce qui est drôle, c'est qu'elle donne encore mes copies. Tu sais, elle avait imprimé. Il y a des copies où j'ai eu des très bonnes notes, tu vois, et qu'elle a gardé sur des dissertations qui se font encore toujours sur justement les inégalités sociales et tout, et qu'elle distribue en correction à ses élèves encore aujourd'hui, tu vois, 10 ans après. Donc je pense qu'elle a eu un truc très, très affectif avec moi, qui va dans les deux sens, parce que tu vois, je la cite encore aujourd'hui et je pense en plus que eux, ça leur fait du bien en tant que prof de se dire qu'ils servent pas à rien. Tu vois, parce qu'en fait, on est dans un contexte tellement... Là, depuis le Covid, les inégalités sociales, les inégalités scolaires, elles ont explosé. Donc, je pense qu'eux aussi, ils ont besoin que quelques-uns d'entre nous... Moi, j'aimerais que ce soit les classes entières qui aient accès, tu vois, à ces écoles-là et que ça se démocratise. Mais ils ont besoin aussi de voir qu'ils peuvent influer sur le destin de quelqu'un, qu'ils peuvent avoir un impact positif, juste aussi en croyant... en ses capacités de réussir. En plus, moi, il faut savoir que j'ai raté beaucoup de Sciences Po avant de le réussir, tu vois. Comme beaucoup, en vrai. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui arrivent du premier coup. Hein. Moi, c'était pas... Et puis, non, il y a beaucoup qui le ratent, mais qui le déclarent pas forcément, tu vois. En fait, le plus dur... Faut déconstruire ce truc de... Tu vois. Bien sûr. Non, mais le truc le plus dur de cette école, c'est que toi, en tant qu'enfant de pauvres, enfant d'immigrés, tu crois que c'est une question d'intelligence, alors que c'est une question de posture. Ben oui. En fait, tu as Sciences Po sur la posture, pas sur ton intelligence. Et ça, le jour où je l'ai compris, c'est là où j'ai commencé où j'ai vraiment eu des excellentes notes. Parce qu'en fait, j'ai fait, c'est très simple. J'ai mon bac, je rate la mention très bien de peu. Du coup, je peux pas passer par la mention très bien, parce que Sciences Po, tu peux y avoir accès par la mention très bien. Je vais en prépa, je vais dans une prépa publique qui était pas ouf. Et dans cette prépa publique, il y a des personnes de milieu aisé qui parlent entre eux d'une prépa privée. Qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Saint-Joseph. D'accord. Je crois que c'est le lycée Saint-Joseph. Ouais, Saint-Joseph, il y a un truc avec Saint-Joseph. Ouais. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je les entends parler entre eux de cette prépa privée. Et du coup, ils s'inscrivent tous dans deux prépas. Tu vois, ils s'inscrivent dans la prépa publique et la prépa privée. Et moi, j'en parle à ma mère. Et elle n'était pas excessivement chère. Je crois qu'elle était à 1005. Ce qui n'est pas excessif pour les prépas Sciences Po. À Paris, il y en a qui sont à 10 000 des prépas Sciences Po. Et donc, c'était une prépa. En fait, j'étais en prépa le reste de l'année dans le public. Et dans les vacances scolaires, j'étais en prépa privée. Pour essayer de doubler mes chances de réussite. Et c'est dans cette prépa privée-là que je découvre comment les riches y réussissent. Que je découvre ce que ça veut dire avoir du capital social et culturel. Et en fait, je me rends compte que je me fatigue à vouloir prouver que je suis intelligente alors que c'est pas ce qu'il faut prouver. Il faut prouver que tu es à l'aise socialement. Il faut prouver que tu es capable de parler de tous les sujets. Il faut prouver que tu arrives à citer des auteurs que tu n'as jamais lus. Tu comprends le cheat code, en fait. Ouais, ça y est. Mais ils citaient tous des choses qu'ils n'avaient jamais lues, des livres qu'ils n'avaient jamais lus, des œuvres qu'ils avaient... C'est fort. Et c'était vraiment... Ça s'appelle vraiment du capital social et culturel. Ouais. C'est juste la posture de... Je connais, je maîtrise, etc. Et moi, je me cassais la tête à vouloir rattraper toute la culture générale, soi-disant que je n'avais pas, alors qu'il ne s'agissait pas de ça. Ouais. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait comment tu fais pour articuler tes idées et pour que les gens dans cette école-là, les jurys, qui en fait sont porteurs de cette culture sociale-là, te comprennent et te disent « elle va s'intégrer chez nous ». Mais c'est vraiment... Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que comment c'est possible que l'accès à certaines écoles ne soit pas lié vraiment aux compétences ? Tu vois ? Moi, je suis prêche inconvaincu. Moi, je me pose cette question depuis très longtemps. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Madame Barra, du coup. Exactement.
dans ce système-là. Comme Madame Barra. Et comme d'autres. Oui, on en croise bien. On a parlé d'Illégitime, ton premier bouquin. Tu as sorti un deuxième bouquin cette année en 2023, Seul. Un roman, donc l'histoire de Nora, d'Anissa, de deux femmes d'origine maghrébine. L'une qui est victime de sexisme et l'autre qui est victime d'harcèlement scolaire. Et bref, deux histoires qui se croisent. Moi, c'est un bouquin qui me touche d'autant plus parce que le point de départ, c'est Alisha, cette petite de 14 ans qui vient de chez moi, d'Argenteuil, qui a été jetée à la Seine à la suite d'harcèlement scolaire. Est-ce que ça te va si je te parle d'une urgence d'écrire à ce sujet? Oui, non mais c'était ça. Ok. Parce qu'en fait, le livre, il est né après la Marche Blanche. C'est-à-dire que je découvre cette histoire d'Alisha, comme tu disais, qui est une adolescente de 14 ans qui est jetée dans la Seine par 2 camarades après une vague de harcèlement scolaire très puissante où tout le monde a été comme d'habitude. Personne n'a réagi comme il le fallait. Et donc, je découvre, je vais à la Marche Blanche. Et en fait, le livre, pourquoi je l'ai écrit au départ? Parce qu'en allant à la Marche Blanche, je discute avec des copines d'Alisha et elles ont comment on appelle ça? Tu sais, un cadre avec plein de photos. Ouais. Et toutes les photos d'Alisha sur ce cadre sont filtrées. Elle a des oreilles de chat, enfin, elle a des filtres des réseaux sociaux. Et je me suis dit, quelle génération qui enterre les siens à cause des réseaux sociaux avec des filtres des réseaux sociaux? Et je me suis dit, on a loupé un truc. Collectivement, je sais pas moi en tant que Nesrin Slaoui, on s'en fout, mais c'est collectivement, en tant que société, en tant que citoyen, on a loupé un truc. On a échoué quelque part. Si déjà on enterre des adolescents avec des filtres, c'est-à-dire qu'on n'a aucune photo d'eux ou d'elles qui sont réelles, et qu'en plus ils meurent à cause des réseaux sociaux, on a loupé un truc. Et moi, c'est un sujet qui me... Je comprends pas pourquoi c'est pas une priorité nationale. Je comprends pas pourquoi ça crée pas autant... tu vois, il y a pas longtemps, il y a eu encore des morts là-dessus. Depuis janvier, en fait, on en a eu une ou un par mois. Voilà. Si c'est pas l'INSEE, c'est d'autres. Exactement. Il y a eu des histoires très, très choquantes. Et moi, je comprends pas pourquoi, justement, c'est pas pris à bras-le-corps comme un sujet sociétal de est-ce que c'est normal que des adolescents et des adolescentes soient tués pour les réseaux sociaux et soient tués à cause du harcèlement scolaire. Après, je pense que ce sujet me touche particulièrement parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire plusieurs fois au collège et à Sciences Po. Moi, le harcèlement scolaire le plus violent que j'ai vécu, c'était à Sciences Po parce que j'étais une des seules femmes maghrébines dans l'école, que j'ai été insultée de beurette, que je recevais des... Enfin voilà, tous les trucs bien classiques des grandes écoles, le sexisme, le racisme et tout ça, tu vois. Donc, je me sentais très très mal dans cette école. Ça a été une vraie lutte d'y rester. C'était vraiment, j'ai lutté parce que je me disais, il faut que... Je me suis dit, j'allais faire Sciences Po, je peux pas partir maintenant que j'y suis. Tu vois, mais j'ai vraiment vécu un harcèlement scolaire très très dur qui était beaucoup lié à mon aspect physique. Donc c'était beaucoup de moqueries, beaucoup de commentaires sur comment j'étais habillée, etc. Moi, je me rappelle par exemple d'une scène qui m'avait beaucoup marquée. On avait reçu Toumi et comment il s'appelle, Théophile Djellab pour le film La Marche. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Parce que 2013, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un film qui m'avait beaucoup touchée et tout parce qu'il racontait justement la marche pour l'égalité contre le racisme qui a eu lieu en 83. Et forcément, quand tu es porteur de cette histoire, ça te touche. Donc on diffuse le film. Moi, je suis très contente d'avoir cette équipe devant moi. C'est la première fois que je peux échanger avec des équipes de tournage d'un film. Donc je prends la parole en disant merci pour ce film. Pour les enfants d'immigrés, c'est très important. Et tout le monde explose de rire. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle dans le fait de juste dire... merci pour ce film, parce que ça me touche personnellement, tu vois. Et parce qu'en fait, dans la majorité de la salle, tout le monde s'en foutait un peu de cette histoire-là. Ils trouvaient juste ça cool qu'on ait un acteur en face de nous. Tu vois, c'était vraiment purement opportuniste. Et donc, c'est vrai que du coup, moi, je suis très sensible au harcèlement scolaire. Je sais que ça peut... J'ai fait une dépression, j'ai fait tout ça. Et je me suis beaucoup renfermée sur moi pendant cette période-là. Donc, je sais ce que ça coûte émotionnellement. Je sais le travail qu'il faut faire ensuite pour refaire confiance aux gens. Parce que du coup, en fait, ça te rend très, très... Même dans ta... C'est-à-dire que moi, il m'a fallu 4-5 ans pour redevenir sociable, en fait. Parce que ça t'annihilit très, très fort dans ta personnalité. Et donc, et encore, tu vois, moi, j'étais un peu plus âgée. J'avais 21 ans. Enfin, entre 19 et 21 ans, tu vois. Et j'étais un peu plus adulte, donc c'était plus facile à gérer. Mais tu vois, quand tu as 13-14 ans et que tu as toute une école qui te déteste... C'est d'une violence... C'est d'une violence folle. Et en plus, en général, les gens qui sont détestés, c'est juste parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Tu vois, c'est même pas... Ils ont rien fait, ces jeunes-là. Ils ont rien fait de mal, au contraire, tu vois. C'est que juste, ils existent par eux-mêmes. Et donc voilà, moi, le livre, il vient de ça. Il vient que je vais à la marche et je me dis, en fait, Alisha, parce que je vais... pardon, j'ai tapé dans le micro. Je vais jusqu'au bord de la Seine, en fait, où elle a été poussée dans l'eau. Et j'ai été prise par un truc qui était
asphyxiant, tu vois. Je pouvais pas rester trop longtemps. Parce que je pense que toutes les femmes déjà peuvent se projeter dans ça, c'est-à-dire que tu te sens plein de fois en danger en tant que femme. Et c'est un lieu très dangereux, tu vois, les quais de Seine, d'Argenteuil, sous le pont de l'autoroute. C'est pas un lieu super safe, donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'une ado faisait là, la pauvre, le soir, dans une nuit noire. Exactement, quelle pauvre estime elle avait d'elle-même pour se rendre là. Et après, voilà, j'ai projeté sur... Parce que c'est pas l'histoire d'Alisha qu'on a dans le livre, c'est l'histoire d'Anissa. Parce que je voulais pas m'emparer de l'histoire de la famille, avec qui je suis en contact, la maman d'Alisha qui s'appelle Jenny, qui est une femme... génial. Et je voulais pas m'emparer de leur histoire parce que ça demandait une exigence particulière, c'est-à-dire de parler au nom d'une famille, c'est quelque chose. Donc je me suis juste, c'est pas le bon mot inspiré, mais en tout cas j'ai repris ce qui s'est passé dans les faits, c'est-à-dire notamment ce meurtre-là sur les quais, et j'ai brodé autour tout ce que je pouvais connaître en fait des quartiers populaires, des réseaux sociaux, de ce que ça veut dire être une jeune femme de 14 ans, de ce que ça veut dire, et le parallèle aussi... je vais te donner un scoop, mais enfin un scoop, qui je suis, mais en tout cas une analyse, tu vois, que j'ai fait après le livre, où il y a beaucoup de gens, quand j'en ai parlé, tu vois, le livre s'appelle Seul, au singulier, les gens m'ont dit lequel des personnages te ressemble le plus, tu vois, entre Nora qui travaille dans l'industrie de la cosmétique à Paris, qui est cadre, qui essaye de faire évoluer vers plus d'inclusivité, etc., et qui est dans une relation toxique au summum, et l'histoire d'Anissa, qui est une adolescente qui est tuée. Et il y a plein de gens parce que même sur la couverture, je joue un peu, les deux me ressemblent un peu physiquement, mais voilà. Et beaucoup de gens me disaient, oui, tu es laquelle ? Tu vois, laquelle est inspirée de toi, laquelle est inspirée d'autres choses. Et il y a une scène que je trouve très psychologique, entre guillemets, mais tu sais, à un moment donné, on découvre leur lien. Elles ont un lien, Anissa et Nora, dans le livre. À un moment donné, elles sont assises toutes les deux dans la même chambre. Tu vois, elles sont assises l'une à côté de l'autre. Et a posteriori, si tu l'analyses et que tu entends ce que Nora dit à Anissa et inversement, en fait, tu te rends compte que c'est un truc que je dis à moi-même. C'est-à-dire que dans ce livre, je me suis excusée envers moi-même de tout ce que je ne me suis pas accordé. Tu vois, si tu veux, je me suis excusée de ne pas m'avoir donné suffisamment d'estime à des moments où j'ai été harcelée. Je me suis excusée d'être parfois dans des relations toxiques. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Et je te jure que, de base, je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est-à-dire que j'ai écrit mon livre en me disant ces deux personnages très différents, à deux âges très différents, qui font face à des problématiques très différentes. Avec du recul. Et à la fin, le livre, je trouve, vraiment, c'est parce que les gens me l'ont dit, en fait. Ils m'ont dit, mais en fait, à la fin, tu ne sais plus qui est qui. Tu ne sais plus si c'est vraiment un dialogue entre deux femmes. Toi, tu t'en rends compte après les retours de lecteurs ? Ouais, je me rends pas compte sur le coup. Et je relis la scène, justement, où Nora et Anissa... On donne pas leur lien, faut lire le bouquin. Ouais, évidemment. voilà. Parce que ça spoil tout si je donne leur lien, mais elles ont un lien. Et le moment où elles se parlent, et où en fait, tu as une ado de 14 ans qui est beaucoup dans le silence, et tu as une adulte qui sait que c'est à elle de parler. Tu vois, c'est à elle de lui dire des choses. Et c'est très psychologique, en fait, quand tu l'analyses a posteriori sur tout ce qu'on se dit pas à nous-mêmes, tu vois. Tout ce qu'on ne dit pas, parce que moi, je suis dans des périodes très méditation et tout, laisse tomber, je vais avoir 30 ans, quoi. Et donc, du coup... on est dedans, hein, c'est ça. On est tous dans la période-là. Et du coup, tu sais, t'as tout un travail psychologique quand tu grandis de qu'est-ce qu'il faut que je me dise à moi-même. Ok. Pour pouvoir avancer. Parce que, tu vois, t'es en face de moi, le Malek de 13 ans, il est toujours là, tu vois. Et le Malek de 2 ans, il est toujours là. Et même le Malek dans 30 ans, Inch'Allah, il est toujours là. Tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce que tu te dis à toi-même de ce que tu t'es pas dit, de ce que tu t'es pas pardonné, de ce que tu n'as pas analysé de toi, pour pouvoir avancer, pour continuer d'être la personne la plus saine possible. Moi, j'ai une obsession avec ça j'ai besoin de paix, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'à posteriori, quand les gens m'ont dit, mais à la fin, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est tué, qui est vivant, tu vois. La barrière, elle s'estompe un peu entre les deux. Et... j'aurais trop aimé que ce soit stylé, que j'y ai pensé, tu vois, que c'était mon geste depuis le début en disant vous avez compris. Mais moi je trouve ça tout aussi beau en fait. Mais moi je trouve ça tout aussi beau que inconsciemment, tu vois, ce soit fait comme ça. C'est trop beau en plus parce que le bouquin commence à la Cité Champagne à Argenteuil que je connais bien. C'était incroyable. Parle-en. Explique pourquoi elle est incroyable. Mais parce qu'en fait de cette cité qui est un petit peu éloignée tout, pas très bien desservie en transport, malheureusement, et ben en fait vous voyez. Tout Paris. C'est hallucinant. Tout Paris, mais vous êtes loin de tout. C'est isolé, hallucinant. vraiment. C'est-à-dire que même au sein d'Argenteuil, qui est une grande ville, 120 000 habitants, c'est une ville, c'est une cité qui est isolée de tout, qui est en plein milieu d'un quartier pavillonnaire, au-dessus. Et c'est voilà. hallucinant. Et c'est trop beau que tu aies parlé de ce décor-là. Franchement, je suis trop content. En troisième personne, j'ai trouvé un lien en fait, là, avec tout ce que tu nous dis. Une femme qui avait aussi une urgence d'écrire.
Une femme qui, aussi, à travers ses textes, s'est aussi un petit peu parlé à elle-même et ça lui a servi de thérapie. T'as voulu nous parler de Diams. Bah, je crois que j'ai même pas besoin de dire grand-chose. Une fois que tu dis le mot Diams, tout le monde comprend pourquoi. C'est vrai. Vois. Pour notre génération, oui. Oui, pour notre génération, oui. Mais en fait, tu vois, quand tu m'avais demandé justement de te chercher 3 personnes qui m'ont influencé, j'aurais pu te trouver une autre personne qui m'est vraiment proche. Mais en réalité, la personne qui était proche de moi dans ces moments charnières de ma vie, c'était elle et sa musique, tu vois. Et c'est une personne que je trouve très touchante. Encore une fois, tu vois, c'est quand tu grandis, tu te rends compte à quel point elle était féministe. Tu vois, on se rend pas compte que... Moi, je me rappelle, il y avait une chanson dans Incasable, en 2005. Elle écrit quelque chose du style « Je suis pas seule à la télé, j'entends mes sœurs qui parlent de leur mal-être et de leur peine pendant des heures. » C'est 15 ans avant MeToo, enfin 10 ans avant MeToo. Tu vois, et elle fait une chanson qui s'appelle « Ma souffrance », qui est aussi les récits des violences conjugales qu'elle avait subies, qui était en fait la musique qui m'a accompagnée quand je raconte l'histoire de Nora, parce qu'il fallait que je m'imprègne en fait de qu'est-ce que c'est la violence d'une victime de violence conjugale. C'est qu'est-ce que vit une femme, parce qu'on leur dit toujours pourquoi vous partez pas. Parce que ça marche pas comme ça en fait. C'est parce qu'il y a des mécanismes d'emprise, il y a de la domination psychologique et elles sont en situation de danger et il faut respecter leur temps, tu vois, pour leur dire vous sortirez de ça quand vous voudrez. En attendant, on est là pour vous écouter. Et je trouve que Diams, elle avait ça de très puissant dans sa carrière et dans sa plume, c'est qu'elle était très mainstream. Moi, je pense que c'est toujours la boss dans le rap game. Personne ne l'a surpassée. Personne ne l'a surpassée, mais autant homme comme femme, tu vois. Oui. Elle était mainstream de manière fulgurante et en même temps, elle parlait de choses très dures. Tu vois, Ma France à moi, quand elle fait un son sur Marine Le Pen, sur le Front National. J'ai écouté Ma France à moi en arrivant, mais je crois qu'il y a Ma France à moi aussi dans Illégitime. Oui. Tu vois. Ouais. Et c'est des morceaux en fait qui malheureusement sont toujours d'actualité. Et elle a fait partie des premières en fait à dire ces choses-là, tu vois. Mais c'est surtout que la force d'un talent, c'est quand tu es intemporel. En fait, quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui parle à toutes les époques et qui arrive à avoir un aspect très visionnaire. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est sa vulnérabilité. Parce que je trouve que c'est une des seules qui a très très vite montré et dit ne rêvez pas d'être des stars, ne rêvez pas de la gloire du business. C'est pas ça le plus important. Tu vois, c'est pas... Elle avait un truc de très ancré, elle, même si tu vois, elle s'est perdue et ça lui a pris du temps et je suis contente qu'elle ait retrouvé sa paix depuis. Mais il y avait un truc chez elle d'authenticité et je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché de manière aussi fulgurante, c'est que elle se posait elle-même les questions qu'elle nous partageait. Tu vois. Et moi, ces textes m'ont accompagnée, mais partout, tout le temps. Je l'ai même encore aujourd'hui. Dans ma bulle, je l'écoute très souvent. Et en fait, je pense que en vrai, les écrivains de nouvelle génération, là, nous, là, on n'aurait pas écrit sans le rap. C'est-à-dire que, en fait, le rap, je pense notamment à Fatima Das, qui est une écrivaine et une amie que j'adore et qui est très rappeuse dans son écriture, tu vois, qui est très recherche de punchline. Moi, c'est un truc aussi, tu vois, dans Illégitime, je me suis surprise à faire ça, à chercher des punchlines, alors que c'est pas du tout un texte de rap. Parce que c'est ton écriture à toi, quoi. Oui, parce que c'est la culture dans laquelle tu as été bercé, c'est-à-dire cette volonté-là de résumer une situation en une seule phrase, voilà, qui marque ta pensée aussi, tu vois, et c'est un art, en fait. C'est un art, l'expression. On étudiera bientôt la nouvelle forme d'écriture influencé par les rappeurs. Je pense. Mais moi, je pense qu'on c'est inévitable. Je pense. Et dans ces cas-là, Qu'est-ce qui te reste de Diams aujourd'hui je pense en armes, Moi, je pense que c'est sa lucidité. Ok. Je pense que c'est sa lucidité déjà face à la violence du monde. Et après, tu sais, les gens qui sont sensibles et qui prennent très vite les choses à cœur, moi, j'en fais partie. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai besoin... Je suis journaliste sur des questions très politisées. Et j'ai besoin, c'est-à-dire il faut que j'écoute mon corps, j'ai longtemps besoin de faire des pauses parce que je suis un peu une éponge émotionnelle et je prends très vite à cœur ce qu'on me raconte. Tu vois, là, dans le contexte de Naël, j'avais parlé au jeune homme qui était à côté dans la voiture et à un moment donné, il fallait que je coupe. En fait, il fallait que je récupère son récit. Mais pour moi, en fait, je n'étais même pas un but journalistique. Il fallait que je l'écoute. Après, humainement... Ouais, et après, il m'a fallu une semaine pour encaisser, en fait. Parce qu'on parle quand même d'un jeune homme qui a vu son pote se faire tuer à côté, tu vois. Et donc ça, c'est là où elle m'inspire. En fait, c'est que on nous a... Tu vois, dans ces métiers, que ce soit le journalisme, l'écriture,
même tous les projets que tu fais, on te dit il faut être objectif. Il faut être objectif, il faut avoir de la distance. Et en fait, James, elle avait l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'elle était proche de ces sujets et c'était son cœur et sa colère qui parlaient, tu vois. Et du coup, ça te rend forcément plus authentique et plus vrai dans ce que tu dis. Tu vois. Et donc, moi, ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup de se dire on n'a pas à être froid vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir de la distance pour être intelligent. Des fois, l'intelligence, c'est d'être sensible. Et c'est justement de parler sous le coup de la colère. Tu vois, pourquoi elle fait la chanson sur le Front National, c'est de la colère. De parler sous le coup de la tristesse. Ma souffrance, quand t'entends qu'elle pleure dans la musique parce qu'elle vient de se faire frapper, c'est bouleversant, tu vois. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on a besoin de joie. Et James, ça nous a quand même fait DJ. C'est vrai. Et tu vois, elle nous a quand même fait Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, tu vois. Et on a tous dansé sur ce truc-là. Elle le fait encore danser. Bah oui. C'est fou. Jeune demoiselle continue de faire danser en soirée, je le confirme. Hein, tu vois, parce que j'ai une petite expertise sur le sujet. Et est-ce que t'es rentré en contact avec James? Non. Ok. Mais je l'ai pas rencontré physiquement. Ok. Mais je lui ai envoyé mon livre. Ouais. J'avais réussi à avoir son adresse mail, tout ça, donc j'ai envoyé mon livre et elle m'a envoyé un cœur sur Instagram. Et juste quand t'as un cœur de James sur Instagram, en DM, t'es contente. Tu vois, parce qu'en fait, tu sais, ça m'est arrivé, donc je sais ce que c'est. C'est trop touchant. Ça n'a pas d'égal. Non, c'est trop touchant. En fait, t'as l'impression que ça parle à la partie de toi qui était jeune et qui... C'était trop touchant. Et donc, non, moi, elle m'a juste souhaité une très bonne continuation et avec un petit cœur sur les réseaux sociaux. Et ça me suffit parce que j'ai pas... Enfin, je pense qu'il faut respecter la vie privée des gens, tu vois. Elle a choisi la paix. Ouais, voilà. Elle a sa vie, elle a choisi de se retirer aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut... Et moi, je trouve ça aussi terriblement puissant. Je trouve que le fait de se retirer quand t'as... Et de faire le choix de la paix, tu vois, c'est-à-dire encore une fois, parce que moi je vois que une analyse sociologique quand elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle a atteint le sommet de la réussite, du capitalisme, de l'argent, de la gloire, de tout ça, et elle dit, bon, je crois que le sens de la vie, c'est pas ça. Je crois que le sens de la vie, c'est d'être bien avec soi, d'être entouré de gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, donc qui n'ont pas d'intérêt à te fréquenter, et j'adore aussi sa façon qu'elle a de contempler la nature. Moi, c'est un truc que je trouve, tu vois, je trouve ça merveilleux et très ressourçant. Elle a un truc avec juste se couper, quitter les zones urbaines, aller à l'île Maurice. Je sais que c'est un endroit qui est très significatif pour elle, tu vois. Et donc, je sais pas, j'y lis beaucoup une critique sociétale, en fait, de la course à l'hyperproductivité, à la reconnaissance, à la validation. C'est ça qu'il faut regarder aussi le film Salam, qui est maintenant dispo en plus sur les plateformes, donc c'est cool. Et c'est vrai que ce choix-là... je pense que beaucoup, en fait, s'y sont retrouvés, tu vois, avec cette volonté d'aller vers ce chemin-là aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? On garde tous aujourd'hui une part de James. C'est fou. Et je pense que beaucoup vont me parler de James sur ce fauteuil. Je te le dis. Ouais, si c'est des profils qui nous ressemblent. Mais oui, mais c'est sûr. Elle nous a tellement inspirés. Voilà, la première, c'est Nesrine. Et voilà, personne n'a le droit maintenant d'utiliser la carte James. Personne d'autre. J'ai gagné. Nesrine, on arrive à la fin d'Autour de moi. Merci. Je voulais te remercier, tu nous as fait un cadeau par ta présence. Mais c'est moi qui suis honoré d'être là et échanger avec toi. Comme on est à la maison et que quand on reçoit des invités, on sait bien les accueillir et on leur fait aussi des cadeaux. Oh. Voilà. Et pour ton cadeau, j'ai réfléchi et au lancement de ton bouquin Seul, j'ai rencontré une artiste talentueuse, Blachette. Ah, ok. Une illustratrice de talent. Non. Et c'est pour ça qu'on a décidé de t'offrir ceci. Alors, vous qui êtes chez vous, vous allez avoir l'image de ce fabuleux dessin. Mais c'est trop stylé. De ce fabuleux dessin que Nesrine est en train de découvrir. Je suis censé le montrer aux gens ou pas? Ou est-ce que je fais l'égoïste? Ouais, non, mais tu peux montrer, partage. Quelle caméra? Celle-ci ou celle-ci? En face de moi? Celle-ci. Mais c'est trop stylé. Garde bien le micro devant ta bouche, Nesrine. Ah oui, j'avoue, j'ai parlé comme si... Excusez-moi. Mais c'est trop stylé. Je fais durer le suspense. Non, mais c'est trop stylé. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc vous retrouverez... vous pouvez aller sur YouTube déjà aussi. Vous pouvez aussi aller rehausser un petit peu le tableau pour qu'on le voit bien à la cam. Est-ce que là, vous le voyez? Voilà, tout le monde pourra le voir sur YouTube aussi. Vous verrez Nesrine dessiner dans notre beau décor d'Autour de moi avec 3 pochettes d'albums, mais je crois que c'est fou. Trop stylé. Parce qu'en fait, là, pendant toute la discussion, tu m'as parlé de ces 3 artistes et de ces 3 albums un petit peu.
Tu m'as parlé des CH, tu m'as parlé de Kerry, tu m'as parlé de James. Et voilà, et je vous jure que... Mais du coup, la conclusion, déjà, merci parce que je suis trop touchée et Blachette est hyper talentueuse, je l'adore. Et on l'embrasse, on l'aime si fort. Ouais, et deuxième chose, ayez des amis comme Malek et Blachette, du coup, parce que du coup, ils vous connaissent tellement bien qu'ils arrivent à mettre les personnes dont vous allez parler en amont. Mais ça, c'est trop cool. Non, je suis trop touchée. C'est trop stylé, à toi, merci beaucoup. Merci. Merci, je suis trop touchée. Écoute, t'as été la première à venir à la maison. Et on est trop contents. On en a un bon souvenir en tout cas. Voilà, et tu repars avec ce très beau souvenir. Merci beaucoup. Nesrine, merci beaucoup. Merci à toi. Et abonnez-vous, likez. Viens, on fait les youtubeurs. Ouais, viens, on fait les youtubeurs en même temps. Merci. Toi, tu regardes là, je regarde là. Ouais, c'est mon rêve. Les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. À liker. Commentez. Partagez aussi. Ouais. Ok. Activez la cloche. Mon rêve d'abord. C'est mon rêve de dire ça. Attends, elle est quel côté? Droite ou gauche? Elle gauche? est à gauche, la cloche. Pointe là, moi je la pointe là-bas. Attends. Comme ça. Franchement, activez la cloche des deux côtés, ok? Cliquez sur la cloche. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, abonnez-vous, écoutez, partagez. Dites-nous en commentaire qui vous voulez qu'on reçoive. On va accueillir plein de gens et faites-nous aussi vos remarques constructives. On va tout lire, je vous jure, et on va répondre à tout le monde. C'est moi qui vais le faire, quitte à y passer des nuits, ok? Nesrine, merci beaucoup. Merci à toi, très bientôt. Frère. Allez suivre Merci Nesrine Slaoui sur Instagram, ok? C'est une femme extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'a accueillie dans Autour de moi. Beaucoup, mon frère. On vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.